notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler du modèle agricole, de futur de notre modèle agricole, Marc Fesneau, mais d'abord un mot de la grippe aviaire, puisqu'il y a eu des annonces de cas de grippe aviaire ces dernières heures dans le Gard, dans l'Aude. Combien y a-t-il de cas à l'heure actuelle sur le territoire ? Plus d'une cinquantaine de cas depuis le début de l'été, avec un phénomène particulier, c'est que d'habitude la grippe aviaire, elle vient avec les migrations d'oiseaux automnales. Or la grippe aviaire est restée sur le sol français dans la faune sauvage, comme on dit, et donc elle réapparaît un peu plus tôt, et elle réapparaît assez fortement. On a déjà élevé le niveau de risque de faible à modéré. On est en train de regarder s'il ne va pas falloir prendre des mesures complémentaires. Élevé à nouveau ? Pour essayer de protéger le maximum d'élevage dans une période qui est particulièrement cruciale. Comme vous le savez, on a beaucoup accompagné la filière. Je voudrais saluer les efforts de la filière. L'État a mis 1 milliard à 100 millions d'euros pour accompagner les pertes et aussi pour faire évoluer ce qu'on appelle la dédensification, pour faire en sorte que les élevages soient mieux protégés. Et puis on a un sujet particulier à l'ouest, puisque c'était la zone où se concentraient ce qu'on appelle les accouvoirs, les zones où on produit les jeunes canetons en particulier qui vont après dans d'autres élevages. Et donc on a besoin de protéger absolument parce qu'il y a de la ressource génétique, il y a de la qualité de produits à venir. Et donc on a besoin de travailler. Donc on va regarder là dans les heures et les jours qui viennent s'il y a nécessité ou non d'élever le niveau de risque. On est dans un niveau de risque qui est très important. On l'avait déjà fait en 2000. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Donc on va regarder. Qu'est-ce qui vous ferait prendre cette décision ? C'est la dynamique, au mauvais sens du terme, de cette épidémie, c'est-à-dire le nombre d'élevages concernés et la répartition géographique, souvent sur les zones de migration d'abord. Est-ce que justement sur ces zones de migration, il faut prendre des mesures de confinement, notamment les mesures qu'on prend généralement, c'est des mesures qui visent à confiner... que vous envisagez de prendre. Mais ça fait partie de la panoplie des mesures, mais vous permettrez qu'on en discute avec les représentants professionnels, parce que ce sont des mesures qui sont compliquées à prendre, des mesures qui sont difficiles pour les éleveurs, et donc il faut aussi qu'on travaille avec eux pour voir comment on ajuste au mieux ces difficultés-là. Il y a de nouveaux abattages qui sont prévus ? C'est la règle, quand un élevage est contaminé, il y a des abattages, il y a des zones d'exclusion où on fait du vide sanitaire, donc le protocole est assez connu. Par ailleurs, on travaille pour ajuster... depuis quelques mois, parce que c'est une demande qui n'était pas illégitime, il faut l'étayer par la science. Regardez les élevages qui sont en plein air, regardez ceux qui sont des labels de plein air, regardez ce qu'on peut faire pour ajuster les choses. Et puis les espoirs qu'on nourrit autour de la mise en place d'un vaccin, puisqu'on avait obtenu, Julien Denormandie et moi dans sa suite, mais c'est Julien Denormandie qui avait beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'on puisse obtenir une expérimentation vaccinale qui est en cours et dont on aura des résultats tout au long de l'hiver. Non. Vous savez que sur les vaccins, il faut toujours avoir un peu de recul. En animal comme en humain, et donc on a besoin d'avoir un peu de recul. Vous évoquez la nouveauté, le fait que la grippe aviaire était restée sur le sol français finalement toute l'année, il n'y a plus de saisonnalité. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Non, on est en train d'y travailler avec le Lances, avec les spécialistes de la question, les ornithos aussi. On ne sait pas bien pourquoi, il faut reconnaître parfois quand on ne sait pas et que la science ne peut pas éclairer, on est en train d'y travailler pour regarder pourquoi en faune sauvage c'est resté cette année. Vous avez des infos sur l'état de la faune sauvage justement ? Parce que cette épidémie, elle ne décime pas que les élevages. Alors on essaie de travailler avec les organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, notamment avec la LPO, pour essayer de déterminer. Alors on a eu des cas dans certains... C'est plutôt circonscrit, mais parfois il y a des éléments difficiles en faune sauvage, parce que c'est par nature tous les animaux ne sont pas recensés. Il y a ceux d'abord qui sont porteurs et qui tombent peu malades parce qu'ils sont moins sensibles. Vous avez des espèces qui sont décimées? Non, pas particulièrement. On a eu des cormorans. Enfin, on a un certain. Les goélands. Voilà, on a eu ça en Bretagne en particulier, qui est plutôt de cette région-là. Mais on le voit physiquement. Oui, on le voit physiquement. Et donc le risque aussi, c'est. Alors ça, on peut pas y faire malheureusement grand-chose. On l'a vu aussi au Canada, on l'a vu au nord de l'Europe, des populations de faune sauvage qui sont assez en risque. Oui. Est-ce que le risque à l'arrivée, c'est qu'on finisse par avoir un élevage aviaire qui ne puisse plus avoir de l'élevage en extérieur? Mais c'est pour ça qu'on essaye de travailler. Ça peut être un des risques, mais la vaccination peut être un élément. Puis il faut qu'on dose notre réponse aussi à ce que nous dit la science au fur et à mesure qu'on a des connaissances plus nombreuses sur cette épidémie de grippe aviaire. Et donc c'est ça qu'on essaie de regarder. Le risque, ça peut être celui-là. Et donc c'est sur quoi il faut qu'on travaille. Un dernier mot, puisqu'on approche de Noël. Est-ce que la filière foie gras française est en danger aujourd'hui ?
Alors, elle a été en danger, elle reste en grande fragilité parce que tous les élevages n'ont pas pu avoir les animaux dont ils avaient besoin pour produire du foie gras. Simplement, je voudrais saluer d'abord la capacité de résilience de cette filière qui permettra d'avoir du foie gras pour les fêtes de fin d'année. Mais évidemment, c'est un équilibre fragile parce qu'il va y avoir une baisse de production et donc on aura des éléments. On aura de quoi avoir et fournir en foie gras, évidemment en moins grande quantité que les années précédentes pour des questions de recharge. Mais ça a été vu avec la filière, ils le savent. Une hausse des prix ? Pas forcément légère, mais pas forcément très significative. Et des aides prévues pour cette filière ? Les aides, oui, les aides ont été faites à la fois pour couvrir les pertes liées à l'enfermement ou à la destruction parfois d'élevage entier pour des raisons sanitaires, et puis par ailleurs pour accompagner la filière. Sur la question des bassines, puisqu'il y a 10 jours avait lieu une manifestation interdite d'opposants aux bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Parmi les manifestants, il y avait des députés, dont Sandrine Rousseau, et 36 députés de la majorité à l'Assemblée, dont des Modem, ont écrit à la présidente Yaël Braun-Pivet pour demander des sanctions contre les députés présents dans ces manifestations interdites, disant avoir été choqués par leur présence et que ce type de comportement abîme l'image de l'Assemblée. C'est ce qui est écrit dans leur lettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? D'abord, moi, il ne m'appartient pas, j'ai été aux relations avec le Parlement, d'interférer dans les décisions disciplinaires de l'Assemblée. Deuxième élément, je pense que c'est pas... permettrait de dire, je pense que c'est pas la seule voie. On peut aussi essayer de faire entendre raison aux uns aux autres. Quand vous êtes parlementaire, vous votez la loi. Et donc, vous entendez que la loi soit respectée. Donc, quand vous êtes parlementaire et que vous allez sur le site d'une manifestation qui est interdite, et deuxièmement, sur un projet qui, lui, a respecté l'ensemble des critères de la loi, qui a purgé tous les recours qui étaient possibles, et qui, par ailleurs, on en reparlera peut-être, a plein de vertus, je trouve qu'on fait des fois à son mandat de député, parce que sur d'autres sujets sur lesquels ces mêmes députés pourraient trouver que la loi est bien, qu'est-ce qu'on fera le jour où d'autres personnes viendront sur tel ou tel endroit pour dire « moi, je ne respecte pas la loi ». Donc la loi, elle n'est pas à deux vitesses. Et donc j'en appelle un peu à la raison de chacun. La loi, en démocratie, si on commence à se mettre dans la philosophie de ne pas respecter la loi et d'inciter à ne pas respecter la loi dans une manifestation dont on savait qu'elle pouvait produire des risques violents, au fond, vous accréditez, malgré vous parfois d'ailleurs, vous accréditez parfois les phénomènes violents. Je répète, parfois malgré vous. Et deux, en démocratie, le principe de base, c'est de respecter la loi. Sinon, c'est la loi du plus fort qui va s'imposer. Est-ce que le chantier a repris sur place ? Il est en cours, je n'ai pas des éléments récents, mais le chantier va reprendre, ou il a repris aussi tranquille. Mais il va reprendre. Oui, il va reprendre. Vous ne cédez pas aux demandes des manifestants qui demandent un moratoire. Non. Après, c'est le calendrier du chantier. Vous savez comme moi que les chantiers reprennent au gré parfois d'événements qui n'ont pas de lien avec des manifestations. Mais la volonté, c'est que le chantier reprenne. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de dégradation majeure sur le site, parce qu'il faut que ce chantier reprenne. Pourquoi ? Parce que ce projet, il a été validé. Il a été y compris validé par des associations de protection de l'environnement. Et donc, il faut que ce chantier... Sinon... Là aussi, on donnerait raison aux casseurs. On donnerait raison à ceux qui, comme seul moyen d'action, une fois qu'ils ont purgé les moyens légaux, utilisent les moyens illégaux. Ça ne peut pas marcher comme ça en démocratie. Excusez-moi, mais dans un passé récent, on a eu l'exemple de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où tous les recours juridiques avaient été purgés. Il y a eu un référendum local, etc. Le projet a été validé, il devait se faire, il ne s'est jamais fait. Donc, je ne sais plus si tous les recours juridiques avaient été purgés, mais en tout état de cause. Mais là, reconnaissons, pour avoir suivi à l'époque, j'étais président de groupe du groupe Modem à l'Assemblée nationale, que nous avions un abcès de fixation et un point de fixation avec des phénomènes de violence qui étaient très prégnants, et une difficulté. Est-ce qu'on peut avoir le même type de c'est ça ce qu'on a fait en sorte. C'est ça ce qu'on a fait en sorte d'éviter. Il y a une dizaine de jours pour éviter qu'il y ait des points de fixation et que des gens viennent s'installer sur des territoires pour empêcher que des projets puissent naître. À vrai dire, sur Notre-Dame-des-Landes, juste pour dire un mot. Un projet qui a 30 ans de recul, parce que c'est presque 30 ans, il faut se poser la question quand même de pourquoi il a mis 30 ans avec autant d'aternoiement. Parce que pour avoir été élu local, je reste élu local. Quand un projet met 30 ans à sortir de terre, c'est qu'il y a peut-être des questions à se poser. Et les bassines, elles sont vraiment indispensables. L'agriculture française en a besoin aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre. Alors d'abord, je suis désolé de rappeler des choses qui sont un peu des évidences. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Et quand il n'y a pas d'eau pendant 4 mois, il n'y a pas d'agriculture. Et quelles que soient les cultures, du maraîchage aux prairies, quelles que soient les cultures, il y a besoin d'eau. Deuxième élément, on a une arythmie de la pluviométrie. On le voit très bien cette année. On a 1 mois, 2 mois, 3 mois sans aucune goutte d'eau. J'ai vécu ça dans mon propre département. Puis après des orages très violents. J'étais l'autre jour dans la Marne, au mois de septembre, si j'ai bonne mémoire, ils ont eu 300 mm d'eau. Donc il y a une nécessité à stocker l'eau, les moyens de stocker l'eau. Arythmie, le GIEC, c'est pas moi qui le dis, le GIEC dit même quantité d'eau qui va tomber. Donc on a besoin, dans les périodes où il y a beaucoup d'eau, de pouvoir la retenir. Sinon, elle file à l'océan. Et pardon de cette phrase un peu bizarre, mais l'océan n'a pas besoin d'eau.
de ces quantités d'eau-là. Quand ça tombe fortement, en particulier quand c'est les pluies orageuses, ça file en moins de 8 jours à l'océan. Et donc on a besoin dans ces périodes-là de retenir cette eau pour que dans les périodes de basse eau, dans les périodes où on n'a plus d'eau, on puisse la restituer pour l'irrigation. Mais cette question-là, elle se pose pour l'irrigation, elle se pose pour le soutien des étiages de cours d'eau, elle se pose pour l'alimentation en eau potable, et à l'inverse, elle se pose pour les incendies, y compris dans l'ouest et y compris dans le nord de la France. On a assisté cette année, ce qui est une nouveauté, à des incendies dans des forêts. Qui aurait pu penser qu'un jour on nous dirait qu'il y avait un incendie en forêt de Brocéliande. Et donc, et puis dernier élément et autre bout, c'est pour lutter aussi contre les inondations. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, donc c'est à la fois vertueux quand on manque d'eau et vertueux quand il y a trop d'eau, parce que ça permet de stocker un peu d'eau et d'éviter qu'elle déborde. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes que Sébastien Mais il y a plusieurs pistes. Le principe de ces réserves de substitution, c'est un principe, on pompe dans la nappe en période hivernale, c'est le principe de ce projet, dans le moment on pompe ce qui est autorisé. C'est pas. Donc le surplus de la nappe phréatique. Le bar n'est pas ouvert, si vous me permettez cette expression. On pompe la quantité qui est autorisée en fonction du niveau de la nappe. Dans ce territoire en particulier, ce sont des nappes qui réagissent beaucoup à la pluviométrie. Dès qu'il pleut, la nappe se remplit. C'est pas le cas dans mon territoire. Dans mon territoire, la percolation de la nappe jusqu'à la nappe est beaucoup plus lente. Et donc là, on a des mesures d'une autre nature. Mais ici, c'est sous cette modalité-là. Dans d'autres cas, c'est des réserves collinaires plus classiques. Dans des troisièmes cas, c'est des ouvrages plus importants. Je pense à l'ouvrage qui a été fait il y a 60 ans de Serponçon, qui s'il n'existait pas aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture dans une grande partie de la vallée du Rhône jusqu'au delta. C'est comme ça que ça se passerait. Donc, la multiplicité des outils. Et puis, dire aussi que parallèlement, et c'est le projet de Sainte-Soline en particulier, comme la plupart des projets, c'est des projets qui, par ailleurs, portent des exigences pour les agriculteurs. En particulier, la réduction de la consommation d'eau dans ces territoires. Donc une contrepartie, parce que c'est ça que disent les opposants, qu'il faut demander des contreparties. Il y a des contreparties, elles sont sur la table, elles sont signées, ça fait partie du protocole, et les opposants les plus virulents et de mauvaise foi, il y a beaucoup de gens aussi dans ces associations qui sont de bonne foi, mais là, il y en a qui sont de mauvaise foi et qui disent ils vont pas les respecter. Alors, ça corrobore ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement qui tient. La loi ne tient pas, les engagements ne tiennent pas. Il y a des engagements qui ont été pris. Il y avait plus de 20 millions de mètres cubes qui étaient pris dans ce territoire pour l'agrégation. On n'est plus qu'à 12. Et sur les 12, il n'y en aura plus que 6 qui seront pris en période estivale. Je répète, on passe de 20 donc à 6. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut travailler sur des cultures moins gourmandes en eau. Il y a culture moins gourmande parce qu'on a de l'irrigation qui est de plus de précision. Le plan France Relance, il sera poursuivi d'ailleurs dans France 2030, va permettre d'accompagner des systèmes d'irrigation qui permettent que chaque goutte d'eau soit utile, si vous me permettez cette expression. Pour finir sur cette question de l'eau, est-ce qu'il faut aussi travailler sur le traitement des eaux usées, sur la récupération ? Oui, alors ça fait partie. Alors il y a deux sujets, si vous me permettez, parce que c'est un sujet important et c'est important qu'on puisse dire les choses. Il y a d'abord un certain nombre de masses d'eau qui sont peu utilisées. Il y a beaucoup d'ouvrages en France et qui peut-être pourraient être mobilisés. Je pense aux canaux qui sont parfois très envasés et qu'on aurait besoin de désenvaser parce que ça ferait des masses d'eau qui sont... On considère parfois que dans certains territoires, un tiers du volume d'eau qui pourrait être stocké dans les canaux n'est pas stockable du fait d'un envasement qui est trop important. Donc il faut qu'on travaille sur ces masses d'eau qui existent déjà, les ouvrages existent déjà et qu'on pourrait mobiliser. Et puis la réutilisation des eaux de stations d'épuration, comme on dit. En France, c'est 1% de l'eau qui est réutilisée. En Italie, c'est 14%. En Espagne, c'est 8%. En Californie, c'est 80%. Que je sache, il n'y a pas de sujet sanitaire qui a été posé par cela. Donc on a besoin de développer une culture qui soit une culture de la réutilisation. D'ailleurs, c'est valable pour l'agriculture, c'est valable aussi pour l'agroalimentaire. Juste une précision sur la sécheresse. On est toujours en état de sécheresse ou pas ? Et à quoi est-ce qu'il faut... On est toujours en état de sécheresse. Moi, je réunirai dans les prochaines semaines aussi. On va regarder où on en est. Parce que là, on rentre dans la phase où, pour les cultures, puisqu'il y a peu de choses qui nécessitent beaucoup d'appels d'eau, on rentre en période automnale et hivernale. La crainte, la vigilance qu'on doit avoir, c'est de regarder si ça va se recharger. Pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. Il y a beaucoup de départements qui sont encore en vigilance avec des mesures de restriction parfois encore faibles, mais qui existent encore parce que les nappes ne se sont pas rechargées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à une année... On peut avoir une année catastrophe l'année prochaine comme cette année ? C'est pas comme ça que vous le dites, et c'est pas comme ça que je veux le dire. J'essaie de ne pas être collapsologue chaque mois parce que sinon ça va être compliqué pour chacun d'entre nous. En tout cas, il faut être vigilant, oui, parce que c'est de la recharge de la nappe, de la pluviométrie qui va tomber, dépend l'année qui va venir. On va parler des hausses de prix, Stéphane. Oui, alors concernant les hausses de prix, Bruno Le Maire dit qu'il n'y a pas eu de profiteurs de distribution dans l'alimentaire. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunération excessive. Est-ce que vous confirmez C'était notre intuition. C'est d'ailleurs le rapport. Vous avez pu objectiver ça ? Oui, c'est objectivé dans le rapport, d'ailleurs, qui a été produit, pas par moi, par des inspecteurs qui ont fait les choses sérieusement. Vous vous souvenez qu'au cœur de l'été, il y a eu une polémique de certaines enseignes qui disaient qu'il y a des profiteurs de guerre.
Donc et donc ce rapport démontre l'inverse, c'est-à-dire que l'augmentation des tarifs. Alors c'est un deuxième sujet si vous me permettez, mais sur l'augmentation des tarifs. Les tarifs, les hausses qui ont été passées, et parfois on est encore un peu loin, je pense à la transformation, où la transformation elle a à la fois la répercussion des prix agricoles, et puis la répercussion de tous les coûts induits. Après, quand vous transformez l'appel d'énergie et les emballages de nature diverse qui font des surcoûts, et donc là on a encore des difficultés, mais je crois que de ce point de vue-là, les opérateurs, ils ont essayé d'être raisonnables pour une raison simple, c'est qu'en face d'eux, ils ont des consommateurs, et donc il faut essayer d'être modéré dans les choses. La deuxième chose que dit le rapport, c'est que Egalim a plutôt bien fonctionné. Et qu'il a permis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait quand on dit ça. Quand on dit ça a plutôt bien fonctionné, Egalim, ça c'est la loi qui était censée rééquilibrer les relations. Ça a fait autosatisfait, mais la question n'est pas d'être autosatisfait. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors évidemment, la crise ukrainienne vient percuter parce qu'on a des hausses d'inflation qui sont très fortes, mais ça a plutôt bien fonctionné. Mais ça a quelles conséquences juste la crise ukrainienne sur ça a la conséquence que quand vous avez une inflation qui est comme ça exponentielle, évidemment, la répercussion des hausses se fait parfois à des temps dans un pas de temps qui est trop lent. Et donc une charge de trésorerie pour les producteurs qui est parfois trop forte. Et puis cette année, en fin d'année, là, les questions des coûts énergétiques qui montent encore et qui posent des problèmes à d'autres types de production. Je pense aux endives, je pense aux pommes de terre. Enfin, je pense à un certain nombre de secteurs qu'on va accompagner, qu'on va tâcher d'accompagner. Deuxième et troisième élément. Il y aura des aides, notamment pour les endives. Parce que Xavier Bertrand, il alerte là-dessus. Oui, on est en train de caler un dispositif qui permettra, je le pense et je le crois et je l'espère, de répondre à ces exigences-là, même si c'est difficile pour tout le monde, reconnaissons-le. Après, est-ce que les opérateurs ont toujours joué le jeu ? Vous avez vu par ailleurs que sur la sollicitation des ministères de l'économie et du ministère de l'agriculture, je voudrais saluer le travail qui a été fait avec Roland Lescure et Olivier Grégoire. On a travaillé sur ce qu'on appelle les pénalités logistiques. La direction générale de la répression des fraudes a constaté qu'il y avait des opérateurs de distribution qui visent en fait à dire que quand vous n'êtes pas livré dans les temps, alors parfois ça mériterait d'être montré un jour. Il n'y a pas de secret, sans donner le nom de l'enseigne, parce qu'on n'est pas là pour faire ça, mais des gens qui arrivent avec 5 minutes de retard et on leur affiche des pénalités logistiques. Quand vous savez les difficultés qu'il y a eu sur le gasoil, quand vous savez les difficultés qu'il y a à trouver des chauffeurs pour conduire, allez appliquer une pénalité à la première minute de retard, et donc ces pénalités elles visent à dire vous avez du retard et donc je vous demande une réfaction sur la façon. On va pas de réintroduire les rétro-commissions qui existaient dans la grande distribution. Et c'est pour ça qu'elles ont été encadrées, c'est pour ça qu'on avait demandé un moratoire d'ailleurs globalement pour essayer d'avoir des pratiques commerciales, sauf fournisseur qui est de mauvaise foi qui ne veut pas livrer. Mais globalement, les transformateurs, ceux qui fournissent la grande distribution, ils essaient de le faire dans des conditions qui ne sont pas faciles en ce moment. Parce qu'il manque des emballages. Et donc, c'était une manière déguisée d'essayer de retrouver de la marge. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la loi Egalim a permis d'améliorer les conditions de rémunération des producteurs, des agriculteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Par contre, pour tout ce qui est opérateurs intermédiaires, les transformateurs, il y a toujours une grosse pression. La grande distribution. On a un sujet à travailler avec eux, qu'il faudra qu'on travaille avec eux, de désormais cette chaîne supplémentaire, les industries agroalimentaires, comme on dit, qui doivent retrouver de la marge. Et c'est un élément important. Sur cette question juste des rémunérations des agriculteurs, parce que c'est important, est-ce qu'au-delà d'Egalim, il va y avoir des mesures prises en ces temps d'inflation pour aider les agriculteurs ? Alors, il y a des mesures qui ont été prises dans le plan de résilience Ukraine, des mesures pour prendre en charge les cotisations sociales ici, prendre en charge l'alimentation animale, tout ça, c'est presque 600 millions d'euros qui ont été mis sur la table. Et puis ils rentreront dans le dispositif qu'on est en train de finaliser, notamment pour les plus petits producteurs, d'entreprises énergo-intensives pour alléger la charge de l'énergie. Une partie en aide, une partie de ce que font les uns et les autres, et puis une partie évidemment dans les prix. Sur le chèque alimentaire, un dernier mot là-dessus, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, alors que l'inflation sur les produits alimentaires grimpe. Et évidemment, est-ce qu'il va voir le jour ? Alors, on a plusieurs phases dans cette affaire-là. Le chèque alimentaire, la Première ministre, le Président de la République ont toujours dit que c'était un horizon sur lequel il fallait essayer d'aller. Au-delà des sujets budgétaires qui peuvent évidemment être prégnants, on a lancé hier avec Jean-Christophe Combe un premier dispositif d'aide alimentaire de 60 millions d'euros qui viendra s'adresser en particulier aux associations qui œuvrent dans le soutien alimentaire, aux banques alimentaires dont il faut saluer le travail. Deuxième élément sur le chèque alimentaire, la difficulté dans laquelle on est, c'est d'essayer de trouver un outil ou un dispositif unique qui essaie de répondre à trop d'équations et à trop d'inconnus. Parce qu'on va en faire quoi de ce chèque alimentaire ? Pour moi, le chèque alimentaire, produit de la Convention citoyenne. Ça montre que quand même, il y a des choses qui ont été... contrairement à ceux qui parfois disent que rien n'a été produit par la Convention citoyenne, on pourrait penser au zéro artificialisation nette, même si c'est un autre débat. Tout ça, c'est le résultat de ça. La Convention citoyenne, elle disait qu'il faut qu'on puisse permettre aux plus démunis d'accéder à une alimentation de qualité et diverse. C'est ça l'objectif.
Et donc, alimentation de qualité, il y a des tas de débats qui sont sur quel type de produits. Est-ce que c'est les produits transformés ou est-ce que c'est les produits frais? Quel mode de distribution? Est-ce que c'est la grande distribution ou est-ce que c'est les circuits plus directs? Est-ce que ça passe par les banques alimentaires? Première étape, les moyens qu'on met en œuvre, je crois que ça a été plutôt salué par les entreprises, par les associations d'aide alimentaire. Première étape, c'est celle-là, et on est en train de retravailler avec Jean-Christophe Combe pour avoir un dispositif qu'il faut qu'on essaie de faire le plus clair possible, le plus simple possible, mais il fera pas tout. Il va pas répondre à la fois au sujet de décarbonation, au sujet de filière, au sujet de revenus des agriculteurs et au sujet... Mais il y aura un chèque alimentaire, c'est ce on est en train de travailler sur un dispositif pour regarder... À quel horizon? Il faut qu'on regarde dans les mois qui viennent, il faut qu'on essaie de stabiliser les choses dans un cadre budgétaire aussi qui est contraint. Il y a eu une première mesure alimentaire qui a été prise à l'automne, vous vous en souvenez, au mois de septembre, 100 € par foyer des plus démunis, plus 50 € par enfant. C'est une forme de réponse alimentaire. Donc, mais on a besoin d'un dispositif qui soit mieux calé. Aujourd'hui, le problème, c'est le ciblage, en fait. Ciblage à tout point de vue. Quelle population, quel type de produit et quels objectifs? Juste sur un tout autre sujet, peut-être un mot sur l'état de la forêt en France. Oui. Ça fait partie de votre portefeuille. Après les grands incendies de l'été, où est-ce qu'on en est? Comment on reboise le pays? Et selon quelle politique? Alors, état de la forêt, c'est paradoxalement, on s'est d'ailleurs bercé depuis des dizaines d'années sur l'idée que la forêt progressait en surface. C'est vrai. Factuellement, la forêt progresse en surface, sauf que sa fonction de stockage carbone diminue. Presque la moitié moins de stockage carbone, c'est du 10 ou 15 dernières années. Vous avez des essences qui sont particulièrement menacées. Les résineux, et puis même pas seulement les résineux, il y a un certain nombre de feuillus, des châtaigniers qui ne supportent pas les épisodes de stress hydrique qui sont trop importants. Donc on a un sujet. Et la forêt française est en train de changer. Oui, la forêt française est en train de changer malgré elle, si je peux dire. Et donc on a besoin de produits. D'abord, on a besoin d'étayer encore en point de vue de recherche. On est en train d'accompagner avec ma collègue de la recherche un certain nombre de dispositifs et on aura sans doute des annonces dans les semaines qui viennent. Dispositifs de recherche puissants avec l'INRAE et avec d'autres pour faire en sorte qu'on voit les essences. Il ne faut pas se tromper parce qu'une fois qu'on s'est trompé, on part pour 80 années ou plus. Donc le temps est long et donc il ne faut pas se tromper. Donc un travail sur la recherche et un travail qu'on conjugue avec un travail de renouvellement qu'a annoncé le président de la République, de renouvellement forestier. C'est renouvellement des essences dans des forêts qui sont en cours de dépérissement. Ça, c'est un élément qui est très important. Un mot sur un texte qui va être examiné dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, la proposition de loi du député La France Insoumise Aymeric Caron qui vise à interdire la corrida. Quelle est votre position sur ce sujet? Ma position, elle est simple. Ça fait partie des traditions culturelles françaises. La question n'est pas d'être aficionados et d'aimer ou de ne pas aimer la corrida. Ça fait partie des traditions françaises. Il y a derrière, alors là c'est le ministre de l'Agriculture qui parle, une filière d'élevage qui entretient, je pense à la Camargue en particulier, un paysage, et pas seulement un paysage, une biodiversité qui est exceptionnelle dans ce territoire. Et donc, dans le moment qu'on traverse, c'est un rendez-vous pour beaucoup de gens, très populaire. C'est par ailleurs empreint de beaucoup de culture locale. Et moi, j'ai trop de respect pour les cultures locales, même si ça n'est pas la culture que je porte, moi, puisque étant plutôt quelqu'un du nord de la Loire. Je trouve que dans le moment qu'on traverse, essayons d'écouter les uns les autres. On ne peut pas à la fois dire il faut respecter les cultures, la diversité de chacun, et sur un sujet comme ça, qui est le même sujet que d'autres, ne pas le respecter. Et donc je trouve que ce texte n'est pas opportun, pour dire les choses très clairement. Une dernière question sur la dissolution, Stéphane, peut-être? Là, on parle beaucoup, on en parle sans arrêt, dans tous les sens. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'on en parle trop. Vous êtes favorable? Vous seriez favorable? D'abord, ça n'est pas une décision du ministre de l'Agriculture, donc commençons pas. Moi, j'essaie de m'occuper du périmètre qui est le mien, comme vous le voyez. Deux, je trouve que les parlementaires de la majorité essaient de faire un travail dans des conditions qui sont difficiles. Passer son temps tous les matins à dire attention... Comme s'ils pouvaient être sensibles à ce type de menace, je pense que vous avez longtemps été ministre des Relations avec le Parlement, donc vous avez peut-être un avis sur la question. Non, mais il faut en avoir. La dissolution, au fond, elle était produite, quand elle a été produite, par le sentiment que la majorité faisait défaut, au sens, dans sa cohérence. Aujourd'hui, la majorité ne fait pas défaut. Le seul problème, c'est qu'il y a une majorité relative. Et le deuxième hypothèse théorique, c'est est-ce qu'on est dans une situation de blocage? La vérité, non. D'abord, il y a des outils constitutionnels, 49.3 pour les éléments budgétaires, et deux, sur un certain nombre de textes, ça s'est encore passé au Sénat, je vois bien qu'il y a des textes sur lesquels on est capable d'avancer. Et donc, c'est pas blanc ou noir, cette affaire-là. Il faut qu'on essaye de trouver les voies et moyens, parce que l'exigence pour avancer et pour produire des textes, parce que moi, aucun concitoyen que je croise dans mon département ou ailleurs me dit « Alors, quand est-ce que vous allez dissoudre ?» Ils me disent, alors quand est-ce qu'on essaye de sortir de cette crise? Qu'est-ce qui va se passer sur l'inflation? Est-ce qu'on aura des produits alimentaires? C'est un appel aux oppositions que vous faites? C'est un appel aux oppositions. Je pense on peut être... À toutes les oppositions? On peut être Alors moi, je vois bien les attitudes du Rassemblement national et de la France insoumise qui, quel que soit le texte, quel que soit l'objet, quel que soit le sujet,
au fond, font commerce à la fois de la crise qu'on traverse et font commerce de l'opposition pour l'opposition. Moi, je pense que j'ai pas besoin de gens qui viennent m'amener des problèmes, j'ai besoin de gens qui m'amènent des solutions. Et donc, partout, il y aura des gens qui cherchent des solutions et qui se mettent dans la situation où ils gouverneraient eux-mêmes, c'est-à-dire une situation de responsabilité, pas d'irresponsabilité. Je trouve que ça sera un bon chemin. Merci Marc Fesneau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, ce sont les États-Unis, midterms, le vote décisif des minorités. C'est à la une de votre journal, Stéphane. Merci beaucoup.